Le vent d'automne balaya les terres du domaine d'Ashford avec un murmure plaintif, emportant avec lui l'odeur des feuilles mortes et de l'hiver approchant. Et dans la lumière grise de la fin d'après-midi, le grand manoir se dressait tel un monument à la vieille richesse et aux préjugés plus anciens encore, sa façade de pierre froide et imposante se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Eleanor se déplaçait dans le couloir des domestiques avec une discrétion née de l'habitude, ses mains à vif après la lessive du matin, son dos endolori par le poids qu'elle portait. Non seulement l'enfant qui grandissait dans son ventre gonflé, mais aussi le fardeau des jugements chuchotés qui la suivaient comme des ombres dans chaque pièce où elle entrait. Elle sentait constamment leurs yeux sur elle, ceux des autres domestiques. Leurs regards, un mélange de pitié et de mépris, leur voix s'abaissant en murmures conspirateurs dès qu'elle passait, et bien qu'elle gardât la tête haute et son expression sereine, chaque mot murmuré atterrissait comme une pierre sur son cœur. « Quelle honte !» avait-elle entendu marmonner Mrs. Pemberton ce matin-là, les lèvres de la gouvernante en chef pincées par une désapprobation vertueuse. Une fille de bonne famille, tombée si bas. On se demande ce que son pauvre père penserait, que Dieu ait son âme. Eleanor n'avait rien dit, s'était contentée de continuer à plier le linge avec des mains fermes, bien que ses doigts tremblassent légèrement et que sa gorge se serrât de larmes non versées. La maisonnée avait porté son jugement sur elle des mois auparavant, lorsque son état était devenu impossible à cacher, une servante qui s'était égarée, une histoire édifiante, une femme qui avait renoncé à sa vertu et portait maintenant la preuve de son péché à la vue de tous. Qu'ils ne connaissent pas la vérité, ne puissent imaginer la vérité, était à la fois une miséricorde et un tourment. Le dédain de Lady Ashford était le plus blessant de tous, la mère du duc regardant Eleanor avec un mépris glacial qui semblait faire baisser la température de chaque pièce qu'elle partageait. Ce matin même, sa seigneurie avait croisé Eleanor dans le couloir et s'était arrêtée, ses traits élégants arrangés en une expression de dégoût aristocratique. « Quelle infortune !» avait-elle dit, sa voix portant juste assez loin pour que les domestiques à proximité puissent entendre. « Que les standards aient chuté si radicalement. De mon temps, de telles créatures n'auraient jamais été autorisées à rester sous un toit respectable. » Eleanor avait fait la révérence, les yeux baissés, le visage brûlant d'humiliation, et avait murmuré « Milady » avant que Lady Ashford ne passe dans un bruissement de soie coûteuse, laissant dans son sillage l'odeur piquante du parfum français et un jugement plus acéré encore. Maintenant, alors qu'Eleanor se dirigeait vers la cuisine pour aider aux préparatifs du soir, elle entendit l'agitation à l'avant de la maison, le claquement des sabots des chevaux, l'appel des valets de pied, l'énergie soudaine qui signalait une arrivée importante, et son cœur sursauta dans sa poitrine, car elle savait, d'une manière ou d'une autre, elle savait, qu'Alexander était rentré de Londres plus tôt que prévu, et que la distance prudente qu'ils avaient maintenue ces derniers mois était sur le point de s'effondrer sous le poids de la proximité et de toutes les vérités non dites qui flottaient entre eux comme une brume matinale. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. 2 ans avant cet après-midi d'automne, Eleanor s'était tenue dans le modeste salon de la maison de ville de sa famille, la pièce presque entièrement vidée par les créanciers, les murs pâles là où des tableaux avaient autrefois été accrochés, et elle avait compris, avec la clarté qui vient du désespoir, qu'elle regardait tout ce que son père avait construit s'effondrer en poussière entre ses mains tremblantes. La consomption l'avait emporté lentement, drainant d'abord ses forces, puis leurs économies, alors qu'Eleanor dépensait tout en médecins et en médicaments qui offraient de l'espoir, mais ne faisaient que retarder l'inévitable. Et quand il s'était finalement éteint par un matin pluvieux d'avril,
Il n'avait laissé derrière lui que des dettes et une fille de bonne naissance, mais sans perspective, sans dot, sans parents masculins pour assurer sa protection ou garantir son avenir. Les lettres des créanciers arrivaient quotidiennement, chacune plus menaçante que la précédente, et Éléanore avait vendu d'abord l'argenterie, puis les meubles, puis les bijoux de sa mère, tout ce qui avait de la valeur, pièce par pièce, jusqu'à ce que la maison elle-même soit vide et résonnante, une coquille attendant d'être réclamée par la banque qui détenait l'hypothèque que son père avait contractée durant ces derniers mois désespérés. Elle avait postulé pour des postes de gouvernante, de dame de compagnie, même de vendeuse, mais ses candidatures restaient sans réponse ou étaient rejetées avec un regret poli. Et lorsque le dernier avis d'expulsion arriva, Éléanore s'était tenue à la fenêtre de sa chambre, regardant les feuilles d'automne tomber, et s'était demandé, avec un calme étrange et distant, où l'on allait exactement quand on n'avait plus nulle part où aller. C'est alors que la carte du duc d'Ashford était arrivée, livrée par un valet de pied discret, demandant l'honneur d'une audience privée, et Éléanore l'avait reçue dans ce salon dépouillé. Le menton haut et les mains jointes pour cacher leur tremblement, s'attendant à une dernière humiliation, peut-être une offre du genre que les hommes désespérés font parfois aux femmes désespérées. Au lieu de cela, Alexander Ashford s'était tenu devant sa cheminée, grand et austère dans son manteau parfaitement taillé, ses yeux sombres et lisibles, et avait prononcé des mots qu'elle pouvait à peine comprendre. Une proposition de mariage, légale et contraignante, célébrée dans le secret le plus absolu, avec l'entente qu'elle vivrait dans sa maisonnée en tant que domestique, que leur union resterait inconnue de la société, que son unique but serait de lui fournir un héritier, et en échange, il réglerait toutes ses dettes, assurerait que ses besoins matériels soient satisfaits, et lui accorderait la protection de son nom, même si elle ne pourrait jamais le porter publiquement. Éléanore l'avait dévisagé comme s'il parlait une langue étrangère, son esprit luttant pour concilier l'énormité de ce qu'il offrait avec la manière froide et transactionnelle dont il le lui proposait. Et quand elle avait enfin retrouvé sa voix, ce ne fut guère plus qu'un murmure. « Pourquoi » Il l'avait considéré un long moment, son expression ne révélant rien, avant de répondre « Parce que j'ai besoin d'un héritier, mais que je refuse de piéger une femme de mon rang dans une union sans amour pour le bien du devoir, et parce que vous avez besoin d'être sauvé, et que je suis en position de le faire, et parce que cet arrangement, aussi peu conventionnel soit-il, nous sert tous les deux. » Elle aurait dû refuser, aurait dû être insultée par sa présomption, aurait dû s'accrocher au lambeau de fierté qui lui restait, mais en regardant cette pièce vide et en pensant aux rues qui l'attendaient au matin, Éléanore s'était entendue dire « J'accepte » et avait vu quelque chose vaciller dans les yeux d'Alexander Ashford, du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance, ou quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, avant qu'il n'hoche la tête une fois, précisément, et ne réponde. La cérémonie sera organisée pour vendredi prochain, dans la chapelle à l'aube, et vous prendrez résidence dans les quartiers des domestiques le jour suivant. Et avec ces mots, le destin d'Éléanore fut scellé, son avenir lié à un homme qu'elle ne connaissait pas dans un mariage qui ne pourrait jamais être reconnu. Et elle n'avait pas su alors si elle était sauvée ou damnée, seulement que le choix, si tant est qu'il y en eût un, avait déjà été fait. La chapelle se dressait, petite et grise dans la brume d'avant l'aube, ses pierres anciennes froides sous les doigts d'Éléanore, alors qu'elle se stabilisait contre le chambranle de la porte. Sa robe de mariée, si on pouvait l'appeler ainsi, une simple robe bleu pâle empruntée à une cousine qui n'avait pas posé trop de questions, et ses mains tremblaient si violemment qu'elle dut les joindre pour calmer leur agitation en franchissant le seuil de l'intérieur sombre, où les bougies vacillaient comme un espoir incertain contre l'obscurité envahissante. Alexander attendait devant l'autel avec le prêtre, un homme dont la discrétion avait apparemment été achetée en même temps que ses services,
Et lorsque les yeux d'Éléanore rencontrèrent ceux du duc à travers cet espace sacré, elle vit dans son expression la même neutralité prudente qu'il avait arborée lors de leur première rencontre, un masque de calme qui ne révélait rien des pensées qui pouvaient se mouvoir derrière ses yeux sombres. La cérémonie elle-même se déroula dans un flou de phrases latines et de réponses marmonnées. La voix d'Éléanore, à peine audible, alors qu'elle répétait des mots qui la liaient irrévocablement à cet homme, cet étranger, cet arrangement froid, vêtu des habits du sacrement. Et quand Alexander glissa l'anneau à son doigt, une simple alliance en or, rien d'orné, rien qui puisse attirer l'attention, elle sentit son poids comme une entrave, même si une partie traîtresse de son cœur murmurait que c'était aussi une ancre. Un lien à quelque chose de solide dans un monde qui était devenu instable et à la dérive. La main d'Alexander, lorsqu'il prit la sienne pour prononcer ses vœux, était chaude et ferme, et Éléanore se surprit à s'accrocher à cette fermeté comme à la seule chose solide dans un moment qui semblait onirique et surréaliste, et quand le prêtre les déclara mari et femme, les doigts d'Alexander se resserrèrent brièvement autour des siens dans ce qui aurait pu être un réconfort ou rien de plus que la conclusion d'une transaction commerciale exécutée avec succès. Ils quittèrent la chapelle séparément, Alexander d'abord et Éléanore attendant un quart d'heure avant de suivre. Et elle retourna à travers les rues de Londres qui s'éveillaient avec une alliance en or cachée dans son gant et la certitude qu'elle était désormais une duchesse qui ne serait jamais appelée ainsi, une épouse qui dormirait dans les quartiers des domestiques, une femme légalement liée à un homme qui la traiterait comme une étrangère dans tous les espaces publics. Ce soir-là, Alexander vint dans la petite chambre qu'il lui avait arrangée dans une pension, où elle resterait jusqu'à ce que la maisonnée soit prête à l'accueillir, et ce qui se passa entre eux dans cet espace ombragé fut clinique et efficace, un devoir accompli avec autant de détachement que possible dans des circonstances si intimes. Pourtant, Éléanore remarqua, ne put s'empêcher de remarquer, les moments où son contact s'adoucissait, où ses yeux cherchèrent les siens avec quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude, où sa main stabilisait son épaule tremblante et y restait un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire. Il ne parla pas pendant l'acte lui-même, mais après, alors qu'il s'habillait dans l'obscurité, il s'arrêta à la porte et dit doucement, sans se tourner vers elle, « Je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien, Éléanore, et je ne vous demanderai jamais plus que ce dont nous avons convenu. » Et elle était restée allongée dans le lit étroit, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir et se demandant pourquoi ces mots, destinés à la réconforter, sonnaient plutôt comme une porte se refermant sur des possibilités qu'elle n'avait pas su qu'elle nourrissait jusqu'au moment où elles furent exclues. 3 jours plus tard, elle était entrée au domaine d'Ashford par l'entrée des domestiques, portant une unique valise usée, et était devenue invisible comme le sont toujours les domestiques pour les gens de qualité. Et Alexander l'avait croisée dans le couloir ce premier matin, sans un signe de reconnaissance, bien qu'elle ait vu sa mâchoire se crisper de manière presque imperceptible, et ait compris que cette comédie leur imposerait à tous deux un tribut que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé en prononçant leurs vœux dans cette froide chapelle à l'aube. La pluie d'automne tombait en rideaux gris contre les fenêtres du domaine d'Ashford, tandis qu'Éléanore se déplaçait dans les couloirs, les bras chargés de linge frais, son ventre gonflé, faisant de chaque pas un exercice d'équilibre prudent, et elle pouvait sentir le poids des regards sur elle, où qu'elle aille, les autres domestiques l'observant avec un mélange de pitié et de mépris, leur conversation chuchotée, s'interrompant à son approche pour reprendre dès qu'elle était passée, et elle avait appris à ne pas reconnaître les commérages, à ne pas répondre aux insultes à peine voilées déguisées en sollicitude, à ne montrer aucune réaction lorsque Mrs. Henderson, la gouvernante en chef, lui assignait les tâches les plus exigeantes physiquement, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. L'enfant en elle avait commencé à bouger avec une vigueur croissante, de petits battements devenus des coups insistants,
et Éléanore se surprenait à placer une main protectrice sur son ventre pendant ces brefs moments où elle était seule dans les couloirs des domestiques, murmurant des assurances sans parole à la vie qui grandissait en elle, tout en se demandant quel avenir attendait un enfant né dans de telles circonstances, reconnu par son père seulement en secret, porté par une mère qui existait dans un étrange espace liminal entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. Le dédain de Lady Ashford s'était cristallisé en quelque chose de plus acéré ces dernières semaines, la mère du duc observant Éléanore avec des yeux plissés lors de ces rares moments où leurs chemins se croisaient, et Éléanore avait appris à garder le regard baissé et ses mouvements déférents chaque fois que la duchesse douairière traversait les quartiers des domestiques lors de ses inspections. Bien qu'elle puisse sentir l'examen de la femme plus âgée comme un poids physique, et sentait que Lady Ashford suspectait quelque chose au-delà du scandale évident d'une servante enceinte, une signification qu'Eléanore représentait mais ne pouvait ouvertement reconnaître. C'était dans les couloirs que le calme soigneusement entretenu d'Eléanore était mis à la plus rude épreuve, ces moments où Alexander la croisait en se rendant à la bibliothèque ou au bureau, où le protocole exigeait qu'elle se plaque contre le mur et baisse les yeux en signe de déférence. Et pourtant, dans ces brèves secondes, leurs regards se croisaient et se maintenaient, et elle voyait dans ses yeux sombres une question, une inquiétude, une intensité qui faisait sursauter son cœur dans sa poitrine. Même si son esprit rationnel insistait sur le fait que ce n'était que l'intérêt pratique d'un homme surveillant son investissement, s'assurant de la santé de son héritier à naître. Il ne lui parlait jamais lors de ces rencontres, ne la reconnaissait jamais, au-delà du plus léger signe de tête qu'un gentleman pourrait offrir au personnel de maison. Mais Éléanore avait commencé à remarquer la tension subtile dans sa mâchoire lorsqu'il la voyait porter de lourdes charges, la façon dont ses mains se crispaient à ses côtés comme pour se retenir d'une impulsion, la manière dont son regard s'attardait sur son visage une fraction de seconde de plus que ce que les convenances exigeaient, et elle se retrouvait à la fois à redouter et à anticiper ces rencontres dans les couloirs avec une intensité qui l'effrayait par ses implications. Les autres domestiques supposaient le pire, bien sûr, leurs spéculations allant du banal, qu'Éléanore avait été séduite et abandonnée par un commerçant ou un valet de pied, aux théories plus salaces chuchotées à l'office après que la maisonnée se soit retirée, et Éléanore endurait leur jugement avec la même dignité tranquille qu'elle apportait à toutes ces épreuves, comprenant que toute défense ne ferait qu'alimenter davantage de spéculations, et que le silence, aussi douloureux soit-il, restait sa seule protection. La nuit, seule dans son lit étroit dans les quartiers des domestiques, Éléanore restait éveillée, à écouter la pluie contre le toit et à sentir l'enfant bouger en elle, et elle touchait la simple alliance en or qu'elle portait sur une chaîne sous sa chemise, cachée de tous les regards, et se demandait si Alexander, lui aussi, restait éveillé dans sa grande chambre à l'étage supérieur, pensant à elle, à leur étrange arrangement, à l'enfant qui les lierait pour toujours, même si le monde conspirait à les séparer, et elle se disait que de telles pensées étaient folles, qu'elle ne devait pas confondre une transaction commerciale avec quelque chose de plus profond, même si son cœur traître insistait pour espérer quelque chose qu'elle ne pouvait nommer et n'osait exprimer. Les changements commencèrent si subtilement qu'Éléanore faillit ne pas les remarquer au cours des premières semaines, de petites modifications dans le rythme de la maisonnée qui semblaient banales jusqu'à ce qu'elle prenne du recul et observe le schéma qui se dessinait, comme une constellation se révélant lentement dans le ciel nocturne. C'est Mrs. Baum Henderson qui attira la première son attention sur ces altérations lorsque la gouvernante en chef, à contre-cœur, réaffecta Éléanore à des tâches plus légères, épousseter la bibliothèque, organiser les armoires à linge, des tâches qui exigeaient moins d'efforts physiques, prétendant avec un ressentiment à peine dissimulé
qu'il s'agissait des instructions explicites du duc concernant toute servante dans l'état d'Éléanore, bien qu'Éléanore remarquât qu'elle était la seule servante enceinte à recevoir une telle considération. Elle trouva le premier livre un jeudi après-midi, en rangeant le petit salon adjacent à la bibliothèque principale, un exemplaire usé des poèmes de Wordsworth, placé précisément sur le coin d'une table d'appoint où aucun livre ne reposait la veille, et lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se coupa, car elle le reconnut comme la même édition que son père lui lisait enfant, le même recueil dont elle avait parlé une fois à Alexander lors de leur brève conversation avant le mariage, quand il l'avait interrogée sur ses centres d'intérêt, et qu'elle avait parlé de poésie avec un enthousiasme qu'elle ne pouvait tout à fait réprimer. Le volume semblait avoir été placé là intentionnellement, loin des étagères principales, dans un endroit où seule une personne époussetant cette pièce particulière le découvrirait, et les mains d'Éléanore tremblèrent légèrement en tournant les pages et en trouvant une fleur pressée marquant son poème préféré, l'Abbaye de Tintern, et elle comprit avec une clarté qui lui serra le cœur qu'Alexander avait écouté pendant cette conversation. S'était souvenu de ses paroles à travers les mois de silence et de séparation, et avait trouvé un moyen de lui faire ce cadeau sans attirer l'attention ni exiger de reconnaissance. D'autres livres apparurent dans les semaines qui suivirent, toujours dans des endroits où Éléanore travaillait seule, toujours des éditions d'œuvres qu'elle avait mentionnées ou d'auteurs qu'elle admirait, et elle commença à les trouver avec une anticipation qu'elle essayait de se convaincre n'être qu'une curiosité intellectuelle plutôt que le dangereux frémissement d'espoir qui accompagnait chaque découverte, chaque preuve tangible qu'Alexander pensait à elle au-delà des nécessités pratiques de leur arrangement, et elle lisait ces volumes pendant ses brefs moments de repos, touchant les pages avec une révérence prudente et se demandant si ses mains avaient tenu ces mêmes livres, s'il les avait sélectionnés lui-même de sa vaste bibliothèque, s'il l'imaginait les lisant comme elle le faisait en effet, trouvant du réconfort dans le mot écrit pendant les longues soirées dans sa chambre étroite. Éléanore remarqua aussi d'autres protections, des interventions plus subtiles qu'elle aurait pu attribuer au hasard si elles ne s'étaient pas accumulées avec une telle constance. Il y eut ce matin où le jeune Thomas, un valet de pied connu pour sa langue cruelle et ses mains baladeuses, fit un commentaire déplacé sur l'état d'Éléanore, pour être renvoyé sur le champ cet après-midi-là, le duc lui-même lui signifiant son congé, avec une froideur qui fit courir des murmures dans le hall des domestiques. Et il y eut le jour où Lady Ashford ordonna à Éléanore de frotter les sols du hall d'entrée à genoux, une tâche clairement conçue pour l'humilier, mais Alexander intervint avec une politesse glaciale, suggérant que sa mère préférerait peut-être que le personnel habituel s'occupe de telles tâches, car il avait remarqué que la qualité du travail avait récemment baissé. Éléanore avait observé cet échange depuis l'ombre, comprenant qu'il la protégeait tout en maintenant la fiction qui les séparait. Elle commença à le guetter dans les couloirs avec une nouvelle conscience, ne redoutant plus ses brèves rencontres, mais se surprenant à écouter ses pas. Et elle remarqua comment son regard la balayait avec ce qui semblait être un désintérêt désinvolte pour tout observateur, mais s'attardait juste assez longtemps pour évaluer son bien-être, pour s'assurer qu'elle ne portait rien de trop lourd, pour vérifier qu'elle paraissait en bonne santé et reposée. Une fois, alors qu'elle avait légèrement trébuché dans les escaliers en raison de son équilibre changeant, sa main s'était tendue pour stabiliser son coude avec une vitesse qui suggérait que son attention avait été portée sur elle depuis le début, et bien qu'il l'eût relâchée immédiatement et continué son chemin sans un mot, Éléanore avait senti la chaleur de ce bref contact pendant des heures, comme une marque sur sa peau. Son esprit insistait sur le fait que ce n'était que le soin que tout homme montrerait envers le vaisseau portant son héritier, une préoccupation pratique pour son investissement, et rien de plus, mais son cœur murmurait de dangereuses alternatives.
suggérait que peut-être ces petites gentillesses révélaient quelque chose qu'Alexander lui-même ne reconnaissait peut-être pas encore, et Éléanore se retrouva prise entre la sécurité d'une interprétation cynique et la terrifiante vulnérabilité de l'espoir, comprenant que s'autoriser à croire que ces gestes signifiaient plus que de l'opportunisme revenait à risquer un chagrin bien plus dévastateur que tout ce qu'elle avait enduré jusqu'à présent, tout en trouvant de plus en plus impossible de maintenir sa distance émotionnelle, alors que chaque livre découvert, chaque protection subtile, chaque regard insistant semblait promettre qu'elle n'était peut-être pas aussi seule dans cet étrange arrangement qu'elle l'avait cru. L'air du soir portait l'odeur de la fumée de bois et des roses mourantes, tandis qu'Éléanore se glissait par l'entrée des domestiques pour se rendre dans les jardins, cherchant la solitude dont elle avait eu envie toute la journée, après avoir enduré les commentaires acerbes de Mrs. Henderson sur son rythme ralenti et les regards apitoyés des jeunes servantes qui murmuraient que son terme devait sûrement approcher. Elle se déplaçait avec précaution le long des sentiers de gravier vers le vieux banc de pierre sous l'ancien chêne, où elle s'était souvent retirée pendant ses premiers mois au domaine, avant que son état n'ait rendu de telles échappées plus difficiles et plus remarquées. La lune, basse et pleine, était suspendue au-dessus du domaine, projetant une lumière argentée sur les haies formelles et illuminant les dernières floraisons tenaces de l'automne. Éléanore s'assit sur le banc avec un soupir de soulagement, sentant l'enfant bouger en elle alors qu'elle s'installait, et elle ferma les yeux, s'accordant ce moment de paix, ce bref répit loin de la performance constante de la servitude et du poids des secrets portés. Mais le son de pas sur le gravier lui fit ouvrir les yeux brusquement, et son souffle se coupa. Alexander marchait vers elle au clair de lune, son manteau sombre déboutonné et son expression illisible. Elle fit un mouvement pour se lever en signe de déférence, mais il leva une main pour l'arrêter. « S'il vous plaît, dit-il, sa voix calme dans le silence du jardin, ne vous levez pas pour moi. » Et il désigna l'espace à côté d'elle sur le banc. Une question dans le geste. Éléanore hocha la tête en silence, car que pouvait-elle faire d'autre alors que son cœur battait soudain si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende, et il s'assit en gardant une distance prudente entre eux, sans la toucher mais assez près, pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui dans l'air frais du soir. Ils restèrent silencieux un long moment, tous deux contemplant les jardins éclairés par la lune, et Éléanore se demanda ce qui l'avait amené ici, s'il l'avait suivie, ou s'il était simplement tombé sur elle par hasard. Le silence s'étira jusqu'à devenir presque insupportable, et elle se surprit à parler avant d'y avoir réfléchi, sa voix sortant plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « Les jardins sont magnifiques au clair de lune, » dit-elle, offrant l'observation la plus sûre possible. Et Alexander se tourna pour la regarder avec une intensité qui lui coupa à nouveau le souffle. « Allez-vous bien ?» demanda-t-il, ignorant complètement sa banalité, et la franchise de la question, l'inquiétude sincère dans son ton, firent craquer quelque chose dans le calme soigneusement entretenu d'Éléanore, et elle se surprit à répondre avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. « Je suis fatiguée, » dit-elle, et les mots sonnèrent comme une confession. Fatiguée de faire semblant, fatiguée des murmures, fatiguée d'être autre chose que ce que je suis. Et elle n'avait pas eu l'intention d'en dire autant, n'avait pas eu l'intention de révéler l'épuisement qui allait au-delà des exigences physiques de la grossesse et du travail domestique, mais les mots s'étaient échappés, et elle ne pouvait les reprendre. Les mains d'Alexander se crispèrent sur ses genoux, et elle vit sa mâchoire se tendre comme s'il réprimait une forte émotion. Quand il parla, sa voix portait une rudesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Et l'enfant » demanda-t-il. « Est-ce qu'il… » Il fit une pause, se corrigeant. « Est-ce que l'enfant semble bien se porter ?» Éléanore posa une main sur son ventre, sentant les coups vigoureux sous sa paume, et elle hocha la tête. « Très bien, dit-elle.
assez vigoureux, en fait, surtout la nuit quand j'essaie de me reposer. Et elle avait voulu que ce soit un simple rapport, mais se surprit presque à sourire à la vérité de ces mots. Et l'expression d'Alexander s'adoucit d'une manière qui transforma ses traits habituellement sévères. « Je n'avais pas l'intention, commença-t-il, puis s'arrêta, semblant lutter avec les mots pour la première fois dans le souvenir d'Éléanore, et elle le regarda de profil tandis qu'il fixait les jardins, sa gorge se contractant comme si les mots dont il avait besoin étaient coincés quelque part de trop profond pour être facilement accessibles. « Je n'avais pas l'intention que cet arrangement soit si difficile pour vous, dit-il enfin. Je pensais avoir construit quelque chose qui nous serait bénéfique à tous les deux, sans causer de souffrance excessive. Mais je vois maintenant que j'étais naïf dans mes suppositions, que je n'ai pas pleinement compris ce que je vous demandais. » Et Éléanore sentit son cœur se serrer, car son aveu révélait une vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas, une fissure dans le contrôle prudent qu'il maintenait toujours. « Vous m'avez donné un choix quand je n'en avais aucun, » dit Éléanore doucement, se surprenant de la douceur de son propre ton. « Quelles que soient les épreuves que j'endure maintenant, elles sont préférables à ce qui m'aurait attendu autrement. » Et c'était vrai, réalisa-t-elle en le disant, malgré tout, malgré les commérages et les exigences physiques et l'étrange existence liminale qu'elle habitait. C'était toujours mieux que la misère qui s'était profilée avant la proposition d'Alexander, et pourtant la reconnaissance semblait incomplète, ne parvenait pas à capturer la complexité de ce qu'elle ressentait, assise ici à côté de lui, au clair de lune, avec leur enfant bougeant entre eux. Alexander se tourna pour lui faire face entièrement, et le clair de lune attrapa ses yeux, et Éléanore y vit quelque chose qui fit accélérer son pouls. Quelque chose qui ressemblait presque à du désir, mais qui ne pouvait sûrement pas l'être, et quand il parla à nouveau, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Si je pouvais changer les circonstances, dit-il, si je pouvais vous donner plus que cette demi-existence, je le ferais. » Et les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, et Éléanore se trouva incapable de détourner le regard de son visage, incapable de rompre la connexion qui semblait s'être formée dans ce moment de quiétude au jardin. Et bien qu'aucun d'eux ne se rapprochât, bien que la distance prudente restât entre eux sur le banc, Éléanore sentit que quelque chose de fondamental avait changé. Comme si le sol, sous sa compréhension de leur arrangement, avait commencé à se fissurer et à se reformer en un paysage nouveau et terrifiant qu'elle ne savait pas encore comment naviguer. Le dîner mondain arriva avec la précision froide d'une campagne militaire, Lady Ashford orchestrant chaque détail avec la satisfaction particulière de quelqu'un qui avait trouvé l'occasion parfaite de rappeler à certaines personnes leur place. Eleanor avait observé les préparatifs se dérouler au cours de la semaine précédente avec un sentiment croissant d'appréhension qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'elle sentait dans ses os comme l'approche de l'hiver. Et quand Mrs. Henderson l'informa, avec un plaisir malveillant à peine dissimulé, qu'elle serait tenue de servir pendant l'événement malgré son état avancé, Eleanor sut immédiatement que cette directive venait de Lady Ashford elle-même, une cruauté délibérée conçue pour atteindre des objectifs qu'Eleanor ne pouvait que partiellement comprendre. Le soir de la fête, Eleanor se retrouva vêtue de l'uniforme de servante standard qui ne lui allait plus correctement autour de son ventre gonflé, le tissu se tendant sur son abdomen d'une manière qui rendait son état impossible à ignorer. Elle prit sa place parmi le personnel de service, la tête haute et les mains fermes, bien que son dos lui fît déjà mal, et que l'enfant en elle sembla sentir sa détresse, et bougea sans repos, appuyant contre ses côtes d'une manière qui rendait la respiration difficile. Elle regarda les invités arriver dans leurs plus beaux atours, dames en robes de soie et messieurs en tenue de soirée parfaitement taillée. Et elle sentit le poids de leurs regards curieux, entendit les murmures qui suivaient ces mouvements dans la salle à manger comme une marée sombre, et elle comprit qu'elle avait été positionnée comme un spectacle, une histoire édifiante, vivante, sur le salaire du péché et la chute des filles stupides qui oubliaient leur rang. Lady Ashford présidait le rassemblement
avec une élégance glaciale, ses yeux perçants suivant chaque mouvement d'Eléanor avec une intensité qui suggérait qu'elle attendait quelque chose, espérant un faux pas ou un signe de faiblesse. Elle s'assura de diriger Éléanor vers les tâches les plus exigeantes, insistant pour qu'elle porte la lourde soupière, malgré le protocole, suggérant que cette tâche incombait au valet de pied, l'obligeant à se pencher, à s'étirer et à se déplacer à une vitesse qui devenait de plus en plus difficile à mesure que la soirée avançait et que son corps protestait contre les exigences qui lui étaient imposées. Éléanor se conforma à chaque instruction sans se plaindre, son visage un masque de soumission sereine, même si le bas de son dos hurlait et ses chevilles enflaient, et que l'enfant donnait des coups qui semblaient être une objection à ce traitement. La conversation des invités coulait autour d'elle comme de l'eau autour d'une pierre, discutant de politique, de potins de société et de la saison à venir. Et Éléanor entendit son nom mentionné plus d'une fois sur des tons allant de la pitié à la scandalisation. Elle entendit une vieille douairière commenter bruyamment qu'il était inconvenant d'avoir une telle femme servant à une table respectable. Entendit une autre suggérer que les serviteurs modernes n'avaient aucune honte, et elle absorba chaque pique avec l'insensibilité habituelle qu'elle avait développée au fil des mois, refusant de leur donner la satisfaction de l'avoir blessée. Mais de l'autre côté de la pièce, elle sentit le regard d'Alexander comme un contact physique, et quand elle osa jeter un coup d'œil dans sa direction, elle vit que sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressautait sur sa joue, vit ses jointures blanches là où sa main agrippait son verre de vin, vit dans ses yeux une fureur à peine contenue qui à la fois l'effraya et la réconforta étrangement, car cela signifiait qu'il voyait ce qui se passait, comprenait la cruauté calculée des actions de sa mère et s'en souciait assez pour en être enragé. La soirée s'éternisa, chaque plat semblant durer une éternité, et la vision d'Éléanor commença à se brouiller légèrement sur les bords à cause de l'épuisement et de la douleur. Quand elle se pencha pour remplir le verre d'eau de Lady Ashford, sa main trembla juste un peu, juste assez, pour que quelques gouttes éclaboussent la nappe blanche, et la voix de Lady Ashford trancha le murmure agréable de la salle à manger comme une lame, vive, froide et conçue pour porter. « Quelle maladresse !» dit-elle, son ton dégoulinant de dédain. « Je suppose que nous ne pouvons pas attendre beaucoup de grâce de la part de celles qui sont dans un tel état, bien qu'on puisse espérer une compétence de base. » La table se tut, tous les yeux se tournèrent vers Éléanor, et elle sentit le poids de leur jugement comme une force physique pesant sur ses épaules. Elle murmura des excuses et se mit à éponger la tâche avec son linge, mais Lady Ashford la repoussa d'un geste de dégoût. Éléanor se redressa lentement, son dos hurlant de protestation, et elle croisa le regard d'Alexander de l'autre côté de la pièce, et vit dans ses yeux une promesse de règlement de compte qui lui coupa le souffle, même si son corps vacillait de fatigue. Elle comprit à ce moment-là que quelque chose d'irrévocable se dirigeait vers une explosion, que l'équilibre prudent qu'ils avaient maintenu ne pourrait pas tenir beaucoup plus longtemps sous la pression d'une cruauté aussi délibérée, et que les conséquences de ce qui allait suivre transformeraient tout. La convocation arriva vers minuit. Délivrée par un valet de pied au visage de pierre qui trouva Éléanor dans les quartiers des domestiques où elle s'était finalement effondrée sur son lit étroit après l'épreuve du dîner, chaque muscle de son corps hurlant d'épuisement et ses pieds enflés, lançant une douleur qui semblait pulser au rythme de son cœur. Le message était bref et formel. Le duc demandait sa présence immédiate dans son bureau, et le premier instinct d'Éléanor fut la peur, car une telle convocation à une heure pareille ne pouvait signifier rien de bon. Mais elle se leva avec difficulté et se fraya un chemin à travers les couloirs sombres de la maison endormie, la main appuyée sur son dos douloureux et le souffle court alors qu'elle montait les escaliers menant à l'aile où se trouvaient les appartements privés d'Alexander,
une partie du manoir où elle n'était jamais entrée auparavant, bien qu'elle vécût sous son toit depuis 2 ans. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte, la lumière d'une lampe se déversant dans le couloir, et Éléanore frappa doucement avant d'entrer pour trouver Alexander debout près de la cheminée, le dos tourné, toujours vêtu de sa tenue de soirée, mais avec sa veste jetée et les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, dans un état de désordre qu'elle ne l'avait jamais vu se permettre. Lorsqu'il se tourna au son de son entrée, son visage était si hagard qu'elle en fut surprise, comme si la soirée l'avait vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques heures. Il traversa la pièce vers elle à grandes enjambées, ce qui la fit reculer instinctivement avant qu'elle ne se reprenne et tienne bon. « Asseyez-vous, » dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, et il désigna le fauteuil en cuir près du feu. Éléanore voulut protester qu'il n'était pas convenable pour elle de s'asseoir en sa présence, mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit son expression, et elle se laissa tomber dans le fauteuil avec un soupir de soulagement qu'elle ne put réprimer, car son corps réclamait du repos depuis le début du dîner. Alexander s'agenouilla devant elle avec un mouvement si soudain et inattendu qu'Éléanore haleta et essaya de se lever, mais il plaça ses mains sur les bras du fauteuil, l'enfermant, et dit « S'il vous plaît, permettez-moi ceci », et avant qu'elle ne puisse formuler une réponse cohérente, il avait soulevé l'un de ses pieds enflés et commencé à défaire les lacets de sa bottine usée avec des doigts qui tremblaient légèrement. L'intimité du geste, le choc de voir le duc d'Ashford agenouillé devant elle, s'occupant de son confort physique, brisa quelque chose dans le calme soigneusement entretenu d'Éléanore, et elle sentit des larmes jaillir de ses yeux sans y être invitée. Il retira les 2 bottines avec une efficacité douce, puis ses mains se posèrent sur ses pieds chaussés de bas, ses pouces pressant la voûte plantaire avec une pression ferme qui la fit haleter à nouveau, mais cette fois de soulagement, alors que la tension commençait à se dissiper. Aucun d'eux ne parla pendant de longues minutes, tandis qu'ils travaillaient, la tête penchée en concentration, et Éléanore le regarda à travers ses larmes en se demandant quelle transformation avait pu les amener à ce moment, ce qui avait changé entre la conversation dans le jardin et l'humiliation de ce soir pour avoir brisé les murs qu'ils avaient tous deux si soigneusement entretenus. Finalement, Alexander parla sans lever les yeux de sa tâche, sa voix basse et tendue. « Je n'aurais jamais dû la laisser vous traiter de cette façon, » dit-il. « J'aurais dû y mettre un terme dès que j'ai compris ce qu'elle avait l'intention de faire, mais j'avais peur. » Et il s'interrompit, ses mains s'immobilisant sur ses pieds, et Éléanore vit sa mâchoire se crisper sous l'effort de forcer des mots qui lui coûtaient manifestement beaucoup à prononcer. « Peur de quoi ?» demanda Éléanore, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Et Alexander leva enfin les yeux vers elle. L'émotion brute dans son regard lui coupa le souffle, car elle y vit non pas le contrôle froid qu'il maintenait habituellement, mais quelque chose de sauvage, de désespéré et de douloureusement vulnérable qui transforma ses traits sévères en quelque chose de presque beau dans son honnêteté. « Peur que si je révélais à quel point cela comptait pour moi, dit-il, peur que si je montrais à quel point cela me blessait de vous voir souffrir, j'exposerais la vérité que j'essaie de nier depuis des mois maintenant, la vérité que cet arrangement que nous avons conclu est devenu quelque chose que je n'avais jamais prévu, quelque chose que je ne suis plus certain de pouvoir contenir ou contrôler. » Ses mains se resserrèrent sur ses pieds comme pour s'ancrer, et Éléanore sentit son cœur martelé contre ses côtes, car ses paroles semblaient flotter dans l'air entre eux, lourdes d'implications qu'elle désirait et craignait à la fois de reconnaître. Elle se surprit à poser la question qui la hantait depuis leur conversation dans le jardin, la question qu'elle avait eu trop peur d'exprimer jusqu'à ce moment où toute prétention semblait avoir été balayée. « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» demanda-t-elle. « Pas l'arrangement lui-même,
Mais pourquoi moi spécifiquement? Il devait y avoir d'autres femmes dans des circonstances désespérées qui auraient accepté votre proposition. Alors pourquoi m'avez-vous recherché, moi? Et l'expression d'Alexander se mua en quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, et sa réponse, quand elle vint, fut hésitante et incomplète, comme s'il ne révélait que des fragments d'une vérité plus grande qu'il n'était pas encore prêt à dire entièrement. Mais même ces fragments suffirent à faire basculer le monde d'Éléanore, car ils laissaient entrevoir des profondeurs qu'elle n'avait pas osé imaginer, des motivations qui allaient au-delà de la simple praticité pour entrer dans un territoire qui faisait souffrir son cœur d'un espoir dangereux. Le souvenir vint à Alexander sans y être invité, alors qu'il était agenouillé devant Éléanore à la lueur du feu, sa question suspendue entre eux comme un défi qu'il ne pouvait plus éluder, et il se retrouva transporté 3 ans en arrière par un froid après-midi de janvier, lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, non pas comme une solution potentielle à son dilemme, mais simplement comme une jeune femme debout sur la place du village avec un panier d'affaires de son père qu'elle tentait de vendre, son visage pâle de chagrin et d'épuisement, mais sa posture d'une manière ou d'une autre toujours digne malgré la désespérance évidente de sa situation. Il l'avait observée depuis la fenêtre de sa voiture, alors qu'elle négociait avec un marchand le prix de la montre de poche de son père, l'avait vue se mordre la lèvre pour retenir ses larmes lorsque la somme offerte était insultante de bassesse, mais l'acceptait quand même parce qu'elle n'avait pas le choix. Quelque chose dans ce moment, dans la façon dont elle avait redressé les épaules et s'était forcée à sourire et à remercier le marchand malgré l'indignité, l'avait frappé avec une force inattendue, et il s'était surpris à demander à son cocher qui elle était, apprenant qu'il s'agissait d'Eleanor Hartley, dont le père était récemment décédé en ne laissant que des dettes. Il avait chassé cette affaire de son esprit, ou du moins essayé, mais au cours des mois suivants, il l'avait revue au village, toujours avec cette même force tranquille, ce même refus de s'effondrer sous le poids de circonstances qui auraient brisé des âmes moindres. Il avait observé sa gentillesse envers une vieille femme qui avait fait tomber ses paquets, sa patience avec des enfants qui couraient sous ses pieds au marché, sa douce fermeté avec une jeune servante harcelée par un palefrenier ivre, et ces petits moments s'étaient accumulés dans son esprit comme des gouttes d'eau remplissant un vase, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus prétendre qu'il ne l'avait pas remarqué, qu'il n'avait pas été attiré par quelque chose d'essentiel dans son caractère qui faisait écho aux parties de lui-même qu'il gardait le plus soigneusement cachées. La propre enfance d'Alexander avait été une leçon de maître en privation émotionnelle, son père froid et exigeant, satisfait uniquement par la perfection, sa mère, déjà Lady Ashford à l'époque, tout aussi glaciale et consumée par la position sociale et le maintien de la réputation de la famille au-dessus de toute considération de chaleur ou d'affection. Il avait appris très tôt que l'amour était une faiblesse à éviter, que les sentiments étaient des perturbations dangereuses pour la conduite ordonnée de la vie, et il avait en conséquence construit des murs autour de son cœur avec la même précision que ses ancêtres avaient utilisée pour construire le domaine d'Ashford, couche après couche de pierre destinée à maintenir le monde à une distance de sécurité. Lorsque la pression de se marier et de produire un héritier était devenue insupportable, il s'était révolté contre l'idée de piéger une femme innocente de sa propre classe dans la même existence sans amour que ses parents avaient modelée, avait refusé de perpétuer cette forme particulière de cruauté. C'est dans cet état de rébellion contre les attentes que l'idée avait germé. Trouver quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, autant qu'il avait besoin d'un héritier. Créer un arrangement qui serait honnête dans sa nature transactionnelle, les protéger tous les deux des fausses promesses et des déceptions inévitables de l'enchevêtrement romantique. Mais alors même qu'il formulait le plan, alors même qu'il enquêtait sur la situation d'Eleanor et confirmait qu'elle était bien aussi désespérée qu'elle le paraissait, alors même qu'il répétait les mots qu'il utiliserait pour proposer cette étrange affaire, une partie de lui avait su, bien qu'il ait refusé de le reconnaître,
que son choix d'Éléanore spécifiquement n'était pas aussi rationnel qu'il le prétendait. Il l'avait choisie non seulement parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce que quelque chose dans son caractère avait déjà commencé à se frayer un chemin au-delà de ses défenses. Parce qu'il l'avait observée pendant des mois et en était venu à l'admirer d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Il s'était dit que ses sentiments n'étaient que du respect, une simple appréciation de ses vertus visibles, rien de plus dangereux que cela. Mais maintenant, agenouillé devant elle, ses pieds enflés entre ses mains et ses yeux scrutant son visage, en quête d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier, il comprit qu'il s'était menti à lui-même depuis le début, qu'il avait choisi Éléanore non pas pour garder son cœur en sécurité, mais parce que son cœur avait déjà commencé à la choisir, et l'arrangement qu'il avait construit n'était rien de plus qu'une justification élaborée pour la faire entrer dans sa vie de la seule manière que sa fierté et sa peur le lui permettaient. Cette prise de conscience le submergea avec la force d'une révélation, terrifiante et libératrice à la fois. Les semaines qui suivirent la nuit passée dans le bureau d'Alexander amenèrent une transformation si graduelle qu'Eleanor ne put identifier le moment précis où les murs entre eux commencèrent à s'effriter, ne put déterminer l'heure exacte où leur distance soigneusement maintenue céda la place à quelque chose de plus chaleureux et infiniment plus dangereux. Mais elle sentit le changement de 1000 petites manières qui s'accumulèrent comme une chute de neige, silencieuse et inexorable, recouvrant le paysage de leur arrangement jusqu'à ce que sa forme originelle devienne difficile à discerner sous la douceur de ce qui grandissait entre eux. Alexander commença à apparaître de plus en plus fréquemment dans l'aile des domestiques, toujours avec une excuse plausible, une question sur la gestion de la maisonnée qui aurait pu être adressée à la gouvernante, un livre qu'il prétendait avoir trouvé et qui, pensait-il, pourrait intéresser quelqu'un, bien qu'ils sussent tous deux qu'il parlait d'elle spécifiquement, une préoccupation quant à l'adéquation de ces quartiers qui nécessitait son inspection personnelle. Ces visites s'allongeaient à chaque fois, la conversation prenant le pas sur le prétexte qui l'avait amenée là, et Éléanore se surprit à partager des choses qu'elle n'avait jamais eu l'intention de révéler, lui parlant de la bibliothèque de son père qui avait été vendue pièce par pièce pour payer ses dettes, des rêves qu'elle avait nourris d'enseigner un jour ou d'écrire. De petites aspirations qui semblaient maintenant insensées, mais qu'Alexander recevait avec un intérêt si sincère qu'elle ne pouvait s'empêcher de continuer. Lui, à son tour, commença à parler de ses propres possibilités perdues, de l'homme qu'il aurait pu être s'il n'était pas né sous le poids écrasant du devoir et des attentes. Ces échanges semblaient illicites dans leur intimité, plus transgressifs que leur union physique ne l'avait jamais été, car ils choisissaient cette proximité plutôt que de la subir comme une obligation. Les livres commencèrent à apparaître avec plus de régularité, des volumes rares qui avaient dû lui coûter un effort considérable à acquérir, de la poésie, des romans et des œuvres philosophiques dont il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il parlerait à sa sensibilité particulière. Éléanore les trouvait dans sa petite chambre sans mot d'accompagnement, car aucun n'était nécessaire, et elle les lisait tard dans la nuit à la lueur d'une bougie, une main posée sur son ventre qui s'arrondissait, et le cœur plein d'une émotion qu'elle refusait de nommer. La fois suivante où elle voyait Alexander, elle le remerciait avec une formalité prudente, mais leurs yeux se croisaient et se maintenaient pendant des secondes de trop, et dans ces moments, elle pouvait sentir l'air entre eux s'épaissir de tout ce qu'ils ne disaient pas, de tous les mots qui flottaient au bord de la parole, mais restaient piégés derrière la peur de ce que leur expression pourrait déchaîner. Il lui apporta du thé un après-midi, alors qu'il la trouva se reposant dans le petit salon que les domestiques étaient autorisés à utiliser, portant la tasse lui-même plutôt que d'envoyer quelqu'un d'autre. Quand il la plaça dans ses mains, ses doigts effleurèrent les siens, et aucun d'eux ne se retira aussi vite que les convenances l'exigeaient, et Éléanore sentit ce bref contact comme une étincelle
qui remonta le long de son bras pour se loger quelque part près de son cœur. Elle leva les yeux pour trouver Alexander, qui la regardait avec une expression de désir si nue qu'il lui coupa le souffle, mais il la masqua rapidement, recula et s'enquit de sa santé avec une désinvolture étudiée, et elle répondit de même, bien que sa voix tremblât légèrement. Ils parlèrent de choses sans conséquence, tandis que la vraie conversation se déroulait dans les espaces entre les mots, dans la façon dont il ne semblait pas pouvoir cesser de la regarder, dans la façon dont ses mains tremblaient en portant la tasse de thé à ses lèvres. L'enfant bougea en elle un soir, alors qu'Alexander l'aidait à se lever d'une chaise, sa main sur son épaule pour la soutenir, et Éléanore haleta au mouvement soudain. Sans réfléchir, elle prit sa main et la plaça sur son ventre, où le bébé se déplaçait et se tournait, et Alexander se figea, sa paume chaude à travers le tissu de sa robe. Ils restèrent figés dans ce tableau un long moment, tandis que, sous sa main, leur enfant bougeait à nouveau, et Éléanore vit son visage se transformer d'émerveillement et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'angoisse. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion lorsqu'il dit « Merci de m'avoir laissé sentir ça ». Et Éléanore comprit qu'il la remerciait pour plus que ce simple moment, pour plus que l'enfant qu'elle portait, mais pour le cadeau de sa présence dans sa vie, pour la façon dont elle l'avait, d'une manière ou d'une autre, rendu capable de ressentir des choses qu'il avait crues à jamais hors de sa portée. Elle réalisa, avec une clarté presque douloureuse, qu'elle était tombée amoureuse de lui, désespérément et irrévocablement, malgré toutes les promesses qu'elle s'était faites de garder son cœur, et cette connaissance la terrifiait, car elle n'avait aucune assurance que ce qu'elle ressentait était réciproque, aucune garantie que sa gentillesse était autre chose que le souci pour la mère de son héritier. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer, ne pouvait empêcher son cœur de s'ouvrir à lui comme une fleur au soleil, et elle savait que cet espoir la sauverait ou la détruirait, et qu'il n'y avait aucun moyen de savoir lequel jusqu'à ce que le moment de vérité arrive. La tempête arriva sans crier gare un mardi soir de fin octobre, le ciel s'assombrissant en charbon de bois en quelques instants, tandis que le vent déchirait les terres du domaine, avec une violence qui faisait trembler les fenêtres et envoyait les domestiques se précipiter pour sécuriser volets et portes. Éléanore se trouvait dans sa petite chambre de l'aile des domestiques lorsque les premières gouttes de pluie frappèrent les fenêtres comme des cailloux projetés, se transformant rapidement en un déluge qui martelait le toit avec une force assourdissante. Elle lisait l'un des derniers cadeaux d'Alexander, un volume de poésie de Wordsworth qui parlait de nature, de solitude et des murmures silencieux du cœur humain, lorsqu'elle entendit le craquement sinistre au-dessus de sa tête, un gémissement de charpente sous tension qui la fit lever les yeux juste au moment où les premières gouttes d'eau commencèrent à tomber du plafond, assombrissant le plâtre en cercle grandissant qui s'élargissait à chaque seconde jusqu'à ce que l'eau coule régulièrement dans sa chambre, s'accumulant sur le sol et s'infiltrant dans ses quelques possessions avec une efficacité impitoyable. Elle avait rassemblé ce qu'elle pouvait sauver et s'était réfugiée dans le couloir où d'autres domestiques sortaient de leur quartier dans des états d'alarme similaires, le vieux toit cédant finalement, après des années d'entretien différés, dans l'aile la moins importante de la maison. Éléanore se tenait là, les bras chargés de livres, de sa chemise de nuit et de la petite boîte en bois contenant le médaillon de sa mère, son certificat de mariage et les quelques autres objets de valeur qu'elle possédait au monde, et elle se sentit soudain submergée par la précarité de sa situation, par le peu qu'elle avait vraiment, par la facilité avec laquelle même ses maigres biens pouvaient être emportés. Le bébé choisit ce moment pour bouger vigoureusement en elle, comme pour protester contre le chaos, et elle pressa sa main libre contre son ventre et tenta de calmer sa respiration, tandis qu'autour d'elle, les domestiques se disputaient
pour savoir où il dormirait, qui était responsable de ce désastre, et si le duc se soucierait même qu'il soit inondé comme des rats quittant un navire en perdition. Alexander était apparu en haut des escaliers avec une autorité si soudaine que la cacophonie des voix se tut. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent et son expression sculptée dans la pierre alors qu'il examinait la scène devant lui. Ses yeux avaient immédiatement trouvé Éléanore dans la foule des domestiques déplacés, avaient noté ses cheveux mouillés, la façon dont elle frissonnait légèrement et la manière protectrice dont elle tenait ses affaires contre sa poitrine. Il était descendu les escaliers avec une détermination délibérée et avait dit d'une voix qui ne souffrait aucune contestation que des dispositions seraient prises pour tout le monde, que des chambres d'amis seraient ouvertes, que la situation serait réglée immédiatement. Mais alors son regard était revenu sur Éléanore, et quelque chose dans son expression avait changé, s'était adouci, et il avait dit doucement qu'elle, en particulier, ne pouvait pas rester dans de telles conditions dans son état. Avant que quiconque ne puisse répondre, protester ou spéculer davantage, il avait tendu la main, lui avait pris son paquet de possession des bras et lui avait fait signe de le suivre. Éléanore n'avait hésité qu'un instant avant d'obéir, consciente de chaque regard posé sur elle, alors qu'elle marchait à ses côtés, à travers les couloirs de la maison, montant au 2e étage où se trouvaient les quartiers de la famille et les chambres d'amis, des lieux où elle n'avait jamais été autorisée à entrer, sauf pour nettoyer. Alexander avait ouvert la porte d'une chambre décorée de bleu et de crème doux. Un espace infiniment plus grand et plus luxueux que tous ceux où elle avait jamais dormi. Il avait posé ses affaires sur une chaise, s'était tourné vers elle avec une expression presque apologétique, et avait dit qu'elle resterait ici jusqu'à ce que ses quartiers puissent être correctement réparés, que la maisonnée pouvait spéculer à sa guise, mais qu'il ne la laisserait pas dormir dans l'humidité et le froid, pas maintenant, pas alors qu'elle portait une cargaison précieuse. Son utilisation de cette expression, cargaison précieuse, avait tordu le cœur d'Éléanore, car elle ne pouvait dire s'il parlait de l'enfant seul ou de quelque chose de plus. Elle l'avait remercié avec une formalité prudente, mais leurs yeux s'étaient croisés et s'étaient maintenus, et à ce moment-là, l'espace entre eux avait semblé chargé d'une électricité plus puissante que la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Puis il s'était retiré, la laissant seule dans cette belle chambre qui sentait la lavande et la cire d'abeille. Elle était restée debout au centre de la pièce, se sentant déplacée et incertaine, jusqu'à ce que, des heures plus tard, une douleur ne lui saisisse l'abdomen avec une violence si soudaine qu'elle avait haleté à voix haute. Les contractions étaient venues par vagues qui la laissaient essoufflée et terrifiée. Elle avait réussi à tirer la sonnette des domestiques avant de s'effondrer sur le lit, et quand Alexander avait fait irruption par la porte quelques minutes plus tard, le médecin de la maisonnée sur ses talons, Éléanore avait cherché sa main sans réfléchir. Il l'avait prise, l'avait tenue et avait refusé de partir, même lorsque le médecin avait suggéré que ce serait peut-être plus approprié. Il était resté à ses côtés pendant l'examen et les heures tendues qui suivirent, jusqu'à ce que le médecin ait finalement prononcé qu'il s'agissait d'un faux travail provoqué par le stress et le froid, le bébé n'étant pas encore prêt à entrer dans le monde. Et pendant tout ce temps, Alexander lui avait tenu la main, lui avait caressé les cheveux et lui avait murmuré des mots rassurants d'une voix rauque d'émotion. Quand le danger fut passé, que le médecin fut parti et que la maisonnée se fut installée dans un sommeil agité, il était resté dans le fauteuil à côté de son lit, leurs doigts toujours entrelacés. Éléanore l'avait regardé à la lueur de la bougie et avait vu une peur et un soulagement si nus sur son visage qu'elle ne pouvait plus se mentir à elle-même sur ce qui se passait entre eux. Ce n'était plus simplement une obligation ou une convenance. Elle avait murmuré son nom, juste son nom, rien de plus, et il avait levé sa main à ses lèvres et déposé sur ses doigts un baiser qui ressemblait à une promesse, à un vœu renouvelé,
au début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. La lumière du matin commençait à peine à griser les fenêtres lorsque la voix de Lady Ashford brisa la paix fragile de la chambre d'amis, sa fureur la précédant comme une vague de glace, alors qu'elle entrait en trombe sans frapper, son visage déformé par une rage si pure et venimeuse qu'Elinor se redressa dans son lit, le cœur martelant contre ses côtes. La duchesse douairière se tenait là, dans sa robe du matin, les poings serrés et les yeux flamboyants, tandis qu'elle examinait la scène. Elinor dans le beau lit, ses quelques possessions disposées sur les meubles, l'odeur persistante des médicaments du médecin dans l'air, et sa voix, quand elle s'éleva, était basse et tremblante de colère à peine contenue, exigeant de savoir de quelle présomption une simple servante osait occuper les chambres réservées aux invités de la famille. Quelle justification possible pouvait exister pour une violation aussi scandaleuse des convenances? Elinor avait ouvert la bouche pour expliquer l'histoire de la tempête et du toit endommagé, mais Lady Ashford l'avait interrompue d'un geste tranchant, déclarant qu'elle savait exactement ce que c'était, qu'elle n'était pas aveugle à la situation honteuse qui se déroulait sous son propre toit, qu'il était clair qu'Éléanor avait séduit son fils avec son état et sa fausse vulnérabilité, l'avait manipulé pour lui inspirer un sens déplacé de la responsabilité. Les accusations fusaient comme du poison, tandis que Lady Ashford la traitait d'intrigante, de prostituée, d'opportuniste de basse naissance, une femme qui avait délibérément piégé le duc avec ses ruses et cherchait maintenant à s'élever au-dessus de sa condition par la manipulation et la tromperie. Elinor avait ressenti chaque mot comme un coup physique, avait voulu se défendre, mais avait trouvé les mots piégés dans sa gorge, car comment pouvait-elle nier ce qui semblait être vrai sans révéler le secret qui n'était pas seulement le sien à révéler? Elle était donc restée assise là, les mains pressées de manière protectrice sur son ventre, tandis que la tirade de Lady Ashford continuait, la voix de la femme plus âgée s'élevant alors qu'elle déclarait qu'Éléanor serait chassée immédiatement, qu'elle ne passerait pas une autre nuit sous ce toit, que son état était de sa propre faute et son propre problème, et que la charité mal placée du duc avait atteint sa fin. Éléanor avait senti des larmes lui brûler les yeux, mais refusait de les laisser couler, refusant de donner à cette femme la satisfaction de la voir s'effondrer, quand la voix d'Alexander avait tranché la pièce comme une lame, froide et vive, et portant une autorité qui fit même taire sa mère en pleine phrase. Elinor avait levé les yeux pour le voir debout dans l'embrasure de la porte. Toujours vêtu des vêtements de la veille, comme s'il n'avait jamais quitté le fauteuil à côté de son lit, son visage un masque de fureur contrôlée, alors qu'il entrait dans la pièce et se plaçait délibérément entre Éléanor et sa mère pour la protéger. La confrontation qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'Éléanor avait jamais vu. La voix d'Alexander ne s'élevant jamais au-dessus d'un calme mortel, alors qu'il informait sa mère que la présence d'Éléanor dans cette chambre était son ordre direct, qu'elle y resterait aussi longtemps que nécessaire, que ses décisions concernant la gestion de sa maisonnée n'étaient pas soumises à l'approbation de sa mère. Lady Ashford l'avait dévisagé avec quelque chose qui ressemblait à du choc, avant de se reprendre avec un venin renouvelé, exigeant de savoir quelle emprise cette fille du commun avait sur lui, s'il avait perdu tout sens des convenances et de la dignité, s'il avait l'intention de se ridiculiser en installant sa maîtresse enceinte dans l'aile familiale. Au mot « maîtresse », la mâchoire d'Alexander s'était visiblement crispée, mais il n'avait toujours pas révélé la vérité, se contentant de déclarer avec une précision glaciale qu'Éléanor était sous sa protection et serait traitée avec respect. Sa mère avait alors ri, un son dur et amer, en déclarant que le respect devait se mériter et que cette fille n'avait rien mérité d'autre que du mépris, qu'elle ferait appel aux avocats de la famille, qu'elle verrait Éléanor expulsée du domaine par la force si nécessaire. Éléanor les avait écoutés se disputer à son sujet comme si elle était un objet plutôt qu'une personne
et avait senti quelque chose en elle se fissurer et se briser, réalisant avec une clarté dévastatrice qu'elle ne pouvait pas continuer à être la source d'un tel conflit entre Alexander et sa famille, ne pouvait pas le regarder la défendre tout en la gardant cachée comme un secret honteux, ne pouvait pas supporter d'être la cause de cette division qui le déchirait même alors qu'il tenait tête à l'assaut de sa mère. Lorsque Lady Ashford avait finalement quitté la pièce en trombe avec une dernière déclaration venimeuse que cette affaire était loin d'être réglée, Alexander s'était tourné vers Éléanore avec une expression de telle angoisse, fureur et impuissance qu'elle avait failli briser sa résolution. Mais il s'était excusé comme si tout cela était de sa faute, et avait demandé si elle allait bien, si la confrontation l'avait blessée, elle ou le bébé. Éléanore l'avait rassurée avec un faux calme qu'elle allait bien qu'à l'intérieur, elle faisait des calculs et prenait des décisions qui, elle le savait, briseraient leurs deux cœurs. Après qu'il fut parti avec une réticence évidente pour s'occuper des affaires du domaine qui ne pouvaient être retardées, Éléanore était restée assise dans cette belle chambre qui ressemblait maintenant à une cage, et avait compris avec une clarté parfaite qu'elle ne pouvait pas rester, que sa présence était un poison pour cette maisonnée, que la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire pour Alexander était de le libérer de leur arrangement et de disparaître avant de lui causer plus de douleur. Et bien que la pensée de le quitter lui donnât l'impression de s'arracher le cœur, elle savait que c'était le seul moyen de lui épargner d'avoir à choisir entre sa famille, son devoir et les sentiments compliqués qu'il pouvait nourrir pour la femme qui portait son enfant. Éléanore se leva dans les heures précédant l'aube, alors que l'obscurité enveloppait encore le domaine et que les domestiques n'avaient pas encore quitté leur quartier, se déplaçant dans la chambre d'amis avec une précision méthodique, tandis qu'elle rassemblait les quelques possessions qui lui appartenaient, les livres qu'Alexander lui avait donnés, soigneusement enveloppés dans son châle, le médaillon de sa mère autour de son cou, la boîte en bois contenant son certificat de mariage et les autres fragments de sa vie passée, les robes simples qui étaient les siennes avant qu'elle n'enfile l'uniforme de servante. En faisant ses bagages, elle sentit un étrange engourdissement s'installer sur son cœur, comme du givre se cristallisant sur du verre, une barrière protectrice contre la douleur qui menaçait de la submerger si elle se laissait ressentir tout le poids de ce qu'elle faisait. Elle avait écrit la lettre au cœur de la nuit, à la lueur d'une seule bougie, sa main se crispant alors qu'elle luttait pour trouver des mots adéquats au moment, pour exprimer sa gratitude sans amertume et sa libération sans récrimination. À la fin, elle avait simplement écrit qu'elle ne pouvait pas être la cause de la division entre lui et sa famille, qu'elle le libérait de toutes les obligations de leur arrangement, qu'il avait été plus gentil avec elle qu'elle n'avait le droit de l'espérer, et qu'elle emporterait toujours cette gentillesse avec elle. Elle avait signé simplement de son prénom, car elle ne pouvait supporter d'écrire Éléanore Ashford, alors que cette identité n'avait jamais vraiment été la sienne. Elle laissa la lettre sur le bureau où il la trouverait, lestée de l'exemplaire de Wordsworth qu'il lui avait donné, car elle ne pouvait pas l'emporter, ne pouvait pas emporter un souvenir de la vie qu'elle abandonnait. Puis elle s'était glissée hors de la chambre et avait traversé les couloirs de la grande maison comme un fantôme, ne touchant à rien, ne laissant aucune trace de son passage, si ce n'est le murmure de ses jupes contre le plancher et le rythme irrégulier de sa respiration, tandis que le bébé bougeait sans repos en elle, comme s'il sentait sa détresse. L'entrée des domestiques était déverrouillée, comme toujours aux premières heures du matin, lorsque le personnel de cuisine commençait les préparatifs de la journée. Éléanore la franchit et sortit dans le gris d'avant l'aube, où la brume s'accrochait au sol et où l'air portait la morsure aiguë de l'hiver approchant. Elle avait marché d'un pas régulier le long de la longue allée qui serpentait à travers le domaine vers les portes principales, son petit paquet d'affaires serré contre sa poitrine et son esprit soigneusement vide de toute pensée, car penser serait se souvenir, et se souvenir serait faiblir.
Elle avait atteint les grilles de fer qui marquaient la frontière entre le domaine et le vaste monde au-delà, avait même posé la main sur le métal froid pour les pousser, quand elle entendit son nom crié d'une voix rauque où se mêlaient la fureur et la peur. Elle s'était retournée pour voir Alexander courir vers elle à travers la brume, sa chemise à moitié boutonnée et ses cheveux en désordre, comme s'il s'était habillé en toute hâte. La vue de lui avait serré le cœur si douloureusement qu'elle avait pressé sa main libre contre sa poitrine, comme pour se maintenir physiquement. Quand il l'atteignit, il respirait fort, et ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, mais qui lui donnait envie à la fois de courir vers lui et de s'enfuir. Il exigea de savoir ce qu'elle pensait faire, où elle imaginait pouvoir aller dans son état, sans rien ni personne pour la protéger, si elle avait la moindre idée du danger qu'elle courait en essayant de partir. Eleanor avait levé le menton avec autant de dignité qu'elle le pouvait, et lui avait dit qu'elle le libérait de leur marché, qu'elle ne serait pas la source de conflit entre lui et sa mère, que leur arrangement avait rempli son objectif, et qu'elle allait maintenant se retirer avant de lui causer davantage de douleur. Sa voix était restée ferme tout au long de ce discours, bien qu'à l'intérieur, elle se sentit comme si elle se brisait en morceaux trop petits pour être jamais réassemblée. Alexander l'avait regardée avec une expression d'incompréhension si profonde qu'elle se demanda s'il l'avait vraiment entendue. Puis il avait dit, d'une voix qui tremblait d'émotion réprimée, qu'elle ne comprenait rien, absolument rien, et que si elle pensait qu'il la laisserait simplement partir, alors elle le connaissait bien moins qu'il ne l'avait cru. Le vent s'était levé avec l'aube et fouettait maintenant les jupes d'Éléanor autour de ses jambes, arrachant des mèches de cheveux à sa coiffure soigneusement épinglée, alors qu'elle se tenait là, aux grilles, avec Alexander devant elle et le vaste monde inconnu dans son dos. Quand elle essaya d'expliquer à nouveau qu'elle faisait cela pour lui, qu'elle ne pouvait supporter d'être la cause de son éloignement de sa famille, que leur arrangement avait toujours été temporaire et qu'il se terminait simplement plus tôt que prévu. Il émit un son entre le rire et le gémissement, et passa ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration si profonde qu'elle fit un pas en arrière involontaire. Il dit, d'une voix rauque d'émotion, qu'elle était une imbécile si elle pensait que leur arrangement était resté purement pratique pour lui, que ces derniers mois, il avait protégé non seulement son héritier à naître, mais aussi la femme qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se glisser au-delà de toutes les défenses qu'il avait passé une vie à construire. Le souffle d'Éléanor se coupa dans sa gorge alors qu'elle le fixait, l'incompréhension luttant contre un espoir si fragile et terrifiant qu'elle n'osait pas le reconnaître. Alexander continua de parler, des mots qui semblaient lui être arrachés contre sa volonté, lui disant qu'il n'avait pas prévu cela, n'avait jamais eu l'intention de ressentir autre chose que du devoir et peut-être une affection distante, mais qu'elle l'avait défait avec sa digne quiétude et son intelligence féroce, et la façon dont elle avait enduré chaque humiliation sans perdre la bonté essentielle qui rayonnait d'elle comme une lumière. Il avoua qu'il était tombé amoureux de sa propre femme sans même se rendre compte que cela arrivait, que quelque part entre leurs conversations guindées, ces moments où leurs regards se croisaient dans des pièces bondées, et les nuits où il était resté éveillé à se demander si elle était à l'aise, en sécurité, ou si elle pensait à lui, il avait perdu son cœur si complètement que la pensée de son départ ressemblait à la mort elle-même. Eleanor était restée figée, tandis que ses paroles la submergeaient. Chaque syllabe s'enfonçant dans sa conscience comme des pierres jetées dans une eau calme, créant des ondulations qui se propageaient pour toucher chaque recoin de son être. Elle voulait désespérément le croire, mais l'habitude de l'autoprotection était trop profondément ancrée, la peur d'être simplement pratique ou plainte trop forte pour être si facilement écartée. Elle s'entendit demander d'une voix tremblante si c'était vraiment de l'amour ou simplement de la culpabilité et de la responsabilité habillée d'un langage plus joli, s'il prétendrait encore se soucier d'elle, si elle ne portait pas son enfant,
si elle était autre chose pour lui qu'un problème à résoudre et un devoir à accomplir. Alexander avait comblé la distance entre eux en 2 longues enjambées et avait pris son visage entre ses mains avec une douceur qui contrastait vivement avec l'intensité de ses yeux, lui jurant que l'enfant n'avait rien à voir avec ce qu'il ressentait, qu'il l'aimerait si elle portait son héritier ou si elle venait à lui sans rien du tout, qu'elle était devenue essentielle pour lui d'une manière qu'il ne pouvait pas entièrement articuler, mais qu'il ressentait dans chaque souffle et chaque battement de cœur. Puis il l'avait embrassée avec une tendresse désespérée qui parlait de mois de retenue finalement brisés, et Éléanore avait senti quelque chose dans sa poitrine se fendre comme la glace cédant au printemps, libérant un flot d'émotions qu'elle avait retenu depuis le moment où elle avait accepté cet arrangement insensé. Quand ils se séparèrent enfin, elle pleurait et riait simultanément, tandis qu'Alexander pressait son front contre le sien et murmurait qu'il ne la laisserait jamais partir, qu'elle était sa femme en vérité maintenant et pour toujours, qu'il se tiendrait devant le monde et la revendiquerait, quelles qu'en soient les conséquences. Éléanore se tenait tremblante dans les bras d'Alexander, son visage pressé contre sa poitrine, où elle pouvait entendre le martèlement rapide de son cœur. Elle voulait de toutes les fibres de son être se rendre à l'espoir que ces paroles offraient, mais la voix de l'autoprotection murmurait ces avertissements insidieux sur la folie de croire que l'amour pouvait vraiment naître de telles origines calculatrices. Quand elle se recula finalement assez pour le regarder, elle se retrouva à exprimer les doutes qui l'avaient tourmentée pendant d'innombrables nuits blanches, lui demandant comment elle pouvait être certaine que ce n'était pas simplement la culpabilité qui parlait, ou un sens de la responsabilité envers la mère de son enfant, plutôt qu'une affection sincère pour la femme elle-même. Elle se demanda s'il ressentirait cela, si les circonstances avaient été différentes, si elle n'avait pas porté l'héritier dont il avait si désespérément besoin, si elle était venue à lui simplement en tant qu'Éléanore, sans rien à offrir d'autre qu'elle-même. Les mots sortirent de ses lèvres dans un flot de peur et de désir, alors qu'elle avouait avoir passé 2 ans à garder son cœur contre ce résultat précis, car elle avait su depuis le début que l'aimer serait courir à la dévastation. Elle l'avait observé depuis sa position de servante et d'épouse en secret, avait vu sa gentillesse, son intelligence et la solitude qu'il s'efforçait de dissimuler. Et malgré tous les arguments rationnels qu'elle avait construits pour se protéger, elle était tombée amoureuse de lui quand même, lentement et impuissamment, comme une feuille tourbillonnant d'un arbre d'automne. Et maintenant qu'il se tenait devant elle, prétendant partager ses sentiments, elle se retrouvait paralysée par la terreur que ce ne soit qu'une illusion qui se briserait au moment où elle y croirait vraiment, la laissant plus brisée que si elle était simplement partie quand elle en avait eu le courage. Alexander avait écouté cette effusion avec une expression qui passait de la douleur à la tendresse, puis à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'émerveillement. Quand elle se tut enfin, il prit ses mains dans les siennes et les tint contre sa poitrine, où elle pouvait sentir le battement régulier de son cœur sous ses paumes. Il commença à parler d'une voix dépouillée de toute prétention et de tout artifice, lui racontant la première fois où il l'avait vraiment vue, non pas comme la jeune femme désespérée acceptant son pacte avec le diable, mais comme Éléanore elle-même. Il décrivit comment c'était un matin, plusieurs mois après leur mariage, quand il était passé par le hall des domestiques et l'avait trouvée en train de réconforter l'une des plus jeunes servantes qui avait reçu des nouvelles de la maladie de sa mère. Il avait été témoin de la compassion sincère dans la voix d'Éléanore et de la façon dont elle avait donné à la jeune fille les pièces qu'elle avait économisées pour elle-même, afin que l'enfant puisse rentrer chez elle. Il avoua qu'à ce moment-là, quelque chose avait changé dans sa perception d'elle et qu'il avait commencé à remarquer d'autres choses. La façon dont elle se déplaçait dans la maisonnée, apportant un réconfort tranquille partout où elle allait, les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque,
révélant un esprit avide de connaissance et de beauté, la dignité avec laquelle elle supportait chaque affront et humiliation sans devenir dure ou amère. Il admit qu'il était tombé amoureux d'elle progressivement, puis soudainement, d'un seul coup, quand il réalisa qu'elle possédait tout ce dont il n'avait jamais su avoir besoin, qu'elle lui avait montré ce que signifiait être vraiment bon dans un monde qui ne lui avait appris que le devoir et la position importune. Sa voix se brisa légèrement alors qu'il lui jurait que l'enfant n'avait rien à voir avec ses sentiments, si ce n'est peut-être lui avoir donné l'excuse dont il avait besoin pour enfin reconnaître ce qui grandissait dans son cœur depuis des mois. Il promit que même si elle n'avait jamais conçu, même si leur arrangement n'avait abouti à rien d'autre que la connexion entre eux, il serait toujours là, la suppliant de ne pas le quitter, car quelque part au cours des 2 dernières années, elle était devenue le centre même de son existence, et il ne pouvait imaginer continuer sans elle. Ils retournèrent ensemble au manoir, le vent dans le dos, et la main d'Eleanor fermement serrée dans celle d'Alexander, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il relâchait sa prise. Lorsqu'ils entrèrent par l'entrée principale, plutôt que par la porte des domestiques, les yeux du valet de pied s'écarquillèrent de surprise à peine dissimulée, bien qu'il ne dît rien, alors qu'Alexander la conduisait à travers le grand hall, avec ses portraits d'ancêtres au visage sévère, qui semblaient la dévisager d'un air réprobateur face à cette violation de toutes les conventions sociales. Le courage d'Eleanor commença à faiblir, alors que la réalité de ce qui allait se passer s'abattait sur elle comme un lourd manteau. Mais la présence stable d'Alexander à ses côtés et la détermination de sa mâchoire lui dirent qu'il n'y aurait pas de retraite possible, pas de retour à la prudente comédie qui avait régi leur existence pendant 2 ans. Il fit passer le mot dans la maison que chaque membre du personnel devait se rassembler immédiatement dans le grand hall. En un quart d'heure, ils s'étaient réunis en une masse confuse et chuchotante, femmes de chambre, valets de pied, personnel de cuisine et jardiniers, tous debout en groupe maladroit, échangeant des regards perplexes et des murmures spéculatifs. Eleanor pouvait sentir leurs yeux sur elle, alors qu'elle se tenait à côté d'Alexander, à l'avant de la pièce, pouvait voir le mépris à peine déguisé sur certains visages et la curiosité sur d'autres. Et lorsque Lady Ashford fit son entrée dans le hall, ses jupes de soie noire bruissant et son expression se durcissant déjà en lignes de mécontentement, Eleanor sentit son estomac se nouer d'une vieille peur familière. Alexander attendit que sa mère ait pris sa place et que le dernier murmure se soit éteint dans un silence expectant. Puis il commença à parler d'une voix qui portait clairement jusqu'au moindre recoin de la vaste pièce, leur disant qu'il les avait convoqués pour corriger une grave tromperie qui avait été perpétrée non par méchanceté, mais par nécessité. Il expliqua en des termes qui ne laissaient aucune place à l'incompréhension qu'Eleanor n'était pas et n'avait jamais été une simple servante dans sa maisonnée, mais qu'elle était en fait sa femme légitimement mariée, unie devant Dieu et par l'autorité de l'Église 2 ans auparavant, et que l'enfant qu'elle portait était l'héritier légitime du nom et de la fortune d'Ashford. La pièce éclata en hoquets de surprise, en exclamations et en murmures choqués qui se transformèrent en un rugissement d'incrédulité. Eleanor regarda les visages qu'elle connaissait depuis 2 ans se transformer à la nouvelle. Certains montraient une compréhension naissante des protections étranges dont elle avait bénéficié, d'autres révélaient de l'embarras pour les commérages qu'ils avaient répandus et les affronts qu'ils avaient infligés à celle qui était en vérité leur maîtresse. Pendant tout ce temps, Lady Ashford se tenait figée, le visage vidé de toute couleur à l'exception de 2 taches cramoisies sur ses joues. Lorsque le tumulte initial se fut calmé suffisamment pour qu'elle puisse être entendue, elle dit d'une voix qui tremblait de fureur que c'était impossible, qu'elle n'accepterait jamais une telle parodie de l'honneur de leur famille, qu'une simple servante ne pouvait pas être simplement élevée au rang de duchesse par la prononciation de quelques mots. Alexander s'était tourné vers sa mère
avec une expression d'autorité si froide que même Éléanore sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il informa Lady Ashford que le mariage était légal et contraignant, et l'avait été dès le moment où les vœux avaient été prononcés, qu'Éléanore serait reconnue comme la duchesse d'Ashford et traitée avec tout le respect dû à cette position, et que tout membre du personnel qui ne pourrait accepter cette réalité était libre de chercher un emploi ailleurs. Son ton indiquait clairement que cela s'appliquait autant à sa mère qu'à la plus humble des soubrettes. Les yeux de Lady Ashford brillèrent d'une rage si profonde qu'Elinor fit instinctivement un pas en arrière. Mais Alexander se déplaça légèrement pour se placer entre sa femme et sa mère, alors que Lady Ashford prononçait d'une voix dégoulinante de venin qu'il avait jeté la honte sur leur nom et qu'elle ne pardonnerait jamais cette trahison. Puis elle s'était retournée et avait quitté le hall en trombe, la colonne vertébrale raide et la tête haute dans une pantomime de dignité blessée, laissant derrière elle une maisonnée en plein désarroi et une Éléanore qui pouvait à peine croire que le secret qu'elle avait si soigneusement gardé avait été mis à nu devant des dizaines de témoins, transformant son existence en l'espace de quelques minutes d'une honte cachée à une légitimité reconnue. Les jours qui suivirent la déclaration publique d'Alexander se déroulèrent avec une étrangeté qui donna à Éléanore l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Les domestiques, qui avaient chuchoté dans leurs mains sur son état de déchéance, faisaient maintenant la révérence quand elle passait et s'adressaient à elle en l'appelant « Votre grâce », avec des voix qui tremblaient entre le choc et l'embarras. Elle se retrouva déménagée de la chambre exiguë du grenier qu'elle avait occupée à la suite de la duchesse, avec son papier peint en soie et ses fenêtres donnant sur les roseraies, entourée d'un luxe qui ressemblait à la fois à son droit de naissance retrouvé et à un costume élaboré qu'elle n'avait pas le droit de porter. Mrs. Henderson, la gouvernante qui avait autrefois assigné à Elinor les tâches les plus subalternes avec un mépris à peine dissimulé, se présentait maintenant chaque matin, les yeux baissés, pour demander ce que sa grâce désirait pour la journée, et Éléanore pouvait voir dans la posture de la femme la reconnaissance inconfortable qu'elle avait traité sa véritable maîtresse à peine mieux qu'une soubrette, bien qu'Éléanore découvrît qu'elle n'avait aucun désir de vengeance et parlait plutôt au personnel avec la même courtoisie douce qu'elle avait toujours employée, ce qui semblait les déconcerter plus que la colère ne l'aurait fait. Lady Ashford s'était retirée dans l'aile de la douairière du domaine et refusait tout contact avec son fils ou son épouse reconnue, sa fureur étant une présence palpable qui planait sur la maisonnée comme des nuages d'orage. Les domestiques naviguaient avec précaution entre leurs devoirs envers la nouvelle duchesse et leur conscience que la douairière exerçait encore une influence considérable malgré sa position déplacée, créant une atmosphère de transition difficile où les anciennes hiérarchies s'effritaient lentement et les nouvelles n'étaient pas encore pleinement formées. Alexander semblait déterminé à ne laisser aucun doute sur le statut d'Éléanore. Il organisa sa présentation officielle à la noblesse locale lors d'un dîner où elle s'assit à la tête de la table dans une robe de soie bleu profond qui avait été commandée à la hâte au meilleur couturier de Londres. Elle avait senti tous les yeux sur elle, alors qu'Alexander la présentait comme son épouse, avec une fierté qui lui serra la gorge d'émotion. Bien qu'elle pût voir la spéculation et le jugement sur les visages des personnes assemblées, les questions chuchotées sur l'origine de cette mystérieuse duchesse et la raison pour laquelle son existence avait été dissimulée. Pourtant, malgré ces démonstrations publiques de l'engagement d'Alexander et la transformation matérielle de sa situation, Éléanore se retrouvait éveillée dans son grand lit neuf, la main posée sur le renflement de son ventre, tourmentée par la peur que cette élévation soit temporaire, qu'un mot ou une action ne brise l'illusion et qu'elle se retrouve rejetée dans la servitude ou pire. Elle n'arrivait pas tout à fait à croire
que l'avenir qu'elle avait imaginé dans ses rêves les plus secrets était devenu réalité, simplement parce qu'Alexander avait dit la vérité à voix haute. Il semblait sentir cette incertitude en elle, et il prit l'habitude de passer ses soirées dans son salon, lui lisant ou simplement parlant des affaires du domaine, la traitant non pas comme un ornement à exposer, mais comme une partenaire dont il appréciait sincèrement l'opinion. Progressivement, Eleanor commença à reconnaître que son attention n'était pas une performance pour le bénéfice des domestiques qui observaient, mais plutôt l'expression d'une dévotion qui avait grandi dans le secret pendant des mois et pouvait maintenant enfin se manifester sans contrainte. Et quand il prit sa main et la pressa contre ses lèvres avec une tendresse qui lui coupa le souffle, elle s'autorisa à croire que peut-être, de manière impossible, leur étrange début s'était transformé en quelque chose de réel et de durable. La tempête d'hiver arriva en décembre avec une fureur qui fit trembler les fenêtres du manoir d'Ashford et envoya la neige tourbillonner en grands rideaux blancs sur le domaine. Eleanor se réveilla dans les heures précédant l'aube avec une contraction dans son ventre qu'elle sut immédiatement être différente des fausses douleurs qu'elle avait ressenties des mois auparavant. Lorsqu'elle appela doucement Alexander dans l'obscurité, il fut à ses côtés en un instant, sa main doucement pressée là où leur enfant bougeait sans repos sous sa peau, et il envoya chercher la sage-femme et le médecin avec une urgence qui ne souffrait aucun délai, malgré la tempête qui rendait les routes presque impraticables. Le travail progressa lentement tout au long de la matinée grise et jusqu'à l'après-midi, tandis que le vent hurlait comme une créature sauvage et indomptée. Alexander défia toutes les conventions et attentes en refusant de quitter le chevet d'Eleanor, même lorsque la sage-femme suggéra avec une délicatesse scandalisée que peut-être sa grâce serait plus à l'aise d'attendre ailleurs. Mais il se contenta de fixer la femme d'un regard qui mit fin à toute protestation et reporta son attention sur Eleanor, lui tenant la main à chaque contraction et lui murmurant des encouragements lorsque la douleur devenait si intense qu'elle ne pouvait contenir ses cris. Les heures se confondirent en une brume d'agonie et d'épuisement, et il y eut des moments où Eleanor craignit de ne pas survivre à cette épreuve, où la douleur devenait si dévorante qu'elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à sa prochaine respiration et au besoin désespéré que cela cesse. Mais chaque fois que le désespoir menaçait de la submerger, elle sentait la main d'Alexander se resserrer autour de la sienne et entendait sa voix percer le brouillard de la souffrance pour l'ancrer dans le moment présent. Et elle puisait sa force dans sa présence inébranlable, tout en reconnaissant vaguement que son visage était devenu pâle de peur pour elle. Alors que le soir approchait et que la tempête atteignait son apogée, le médecin commença à parler à voix basse et urgente de complications et de dangers. Et Eleanor vit quelque chose comme de la terreur traverser les traits d'Alexander avant qu'il ne se maîtrise et se penche près d'elle pour lui dire qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue et qu'il croyait en elle complètement. D'une manière ou d'une autre, ces mots lui donnèrent la volonté de rassembler ses dernières forces pour un dernier effort prodigieux. Puis soudain, la pression et la douleur se transformèrent en une sensation tout à fait différente, et la sage-femme s'exclamait avec soulagement en leur présentant une minuscule créature au visage rouge qui annonçait son arrivée au monde par un cri vigoureux qui sembla remplir toute la pièce. Alexander prit le bébé avec des mains qui tremblaient légèrement, tandis que la sage-femme l'enveloppait dans des couvertures douces. Eleanor, à travers des larmes d'épuisement et d'émotion écrasante, le regarda tenir leur fille pour la première fois, vit son expression se transformer en quelque chose qu'elle n'avait jamais tout à fait vu auparavant, une tendresse profonde mêlée d'émerveillement et d'une féroce protection. Et lorsqu'il plaça soigneusement l'enfant dans les bras d'Eleanor et se pencha pour presser ses lèvres sur son front, elle comprit avec une certitude absolue que les doutes qui avaient pu subsister dans l'ombre de son cœur étaient sans fondement, que la dévotion qu'elle voyait dans ses yeux alors qu'il regardait à la fois sa femme et son enfant était réelle et inébranlable, et qu'elle durerait au-delà de leur vie mortelle.
À cet instant, entourée par la chaleur d'une nouvelle vie, tandis que la tempête d'hiver faisait rage impuissamment à l'extérieur, elle s'autorisa enfin à croire complètement au miracle improbable de leur amour. Le printemps arriva au manoir d'Ashford avec une douceur qui semblait refléter la transformation qui s'opérait entre ses murs. Alors que les jardins éclataient de jonquilles et de roses précoces, Éléanore se retrouva à la fenêtre de sa chambre, leur fille Catherine blottie contre son épaule, observant Alexander en bas, qui consultait le jardinier en chef sur les plans de restauration des jardins de l'Est, longtemps négligés. Elle s'émerveillait de voir à quel point sa vie avait été entièrement refaçonnée dans les mois qui avaient suivi cette naissance hivernale, où tout avait changé irrévocablement. Sa confiance en tant que duchesse s'était affirmée progressivement au fil des visites sociales et des dîners où elle faisait face à l'examen de la noblesse locale avec une dignité tranquille qui avait fini par gagner le respect même des plus sceptiques. Elle découvrit en elle une capacité à gérer la grande maisonnée qui la surprit, car les années passées à observer depuis sa position de servante lui avaient appris plus sur le fonctionnement du domaine que n'importe quelle éducation formelle n'aurait pu le faire. Alexander cherchait de plus en plus ses conseils sur des questions tant domestiques que financières, appréciant sa perspicacité pratique d'une manière qui la faisait se sentir véritablement sa partenaire plutôt que simplement son épouse de nom. Les soirées étaient devenues le moment le plus précieux pour Éléanore. Alexander terminait ses affaires de la journée et la rejoignait dans le salon où elle allaitait Catherine pendant qu'il lisait à voix haute le livre qui avait capté leur intérêt mutuel. Sa voix montait et descendait au rythme de la poésie ou du drame d'un roman, tandis que leur fille somnolait paisiblement et qu'Éléanore se sentait entourée d'une paix qu'elle n'aurait jamais imaginée possible pendant ces jours sombres où elle frottait les sols et endurait les chuchotements. Parfois, il mettait le livre de côté et parlait simplement avec elle de ses espoirs pour l'avenir du domaine ou de ses souvenirs de solitude enfantine, partageant des confidences qui les liaient toujours plus étroitement dans la compréhension et l'affection. Il y avait des moments de pure domesticité qui émouvaient Éléanore au-delà des mots, comme cet après-midi où elle découvrit Alexander allongé sur le sol de la nurserie, faisant des grimaces ridicules pour faire sourire Catherine, sa dignité de duc entièrement abandonnée au profit des joies de la paternité, ou ce matin où il lui apporta le petit déjeuner au lit, non pas parce qu'elle était malade, mais simplement parce qu'il désirait voir son visage à son réveil. Ces petits gestes d'amour semblaient plus précieux que n'importe quelle grande déclaration romantique, car il parlait d'une dévotion tissée dans la trame de la vie quotidienne, plutôt que d'exister uniquement dans des moments extraordinaires. Lady Ashford restait dans un isolement volontaire dans les appartements de la douairière. Son silence, un rappel constant du prix qu'Alexander avait payé pour avoir choisi Éléanore au détriment de l'approbation de sa mère. Pourtant, il n'exprima jamais de regret et semblait même plus léger sans le poids de ses attentes pesant sur lui. Éléanore le surprenait parfois à la regarder avec une expression de contentement si profond qu'elle comprenait que leur début peu conventionnel les avait menés à un bonheur que ni l'un ni l'autre n'aurait pu trouver par des voies traditionnelles. Et quand il lui prenait la main, lors de leur promenade du soir, à travers les jardins qui s'éveillaient, et lui disait qu'elle lui avait appris ce que signifiait vraiment vivre plutôt que de simplement exister, elle libéra enfin les dernières ombres de doute et s'autorisa à habiter complètement le rôle d'épouse bien-aimée, sachant que l'amour entre eux avait été gagné par la patience et le courage, et testé par l'adversité jusqu'à ce qu'il soit forgé en quelque chose d'incassable et de vrai. 2 ans après ce jour mémorable où Alexander avait révélé la vérité devant toute la maisonnée assemblée, Éléanore se tenait dans le salon du manoir d'Ashford, la lumière du soleil de l'après-midi inondant les fenêtres qui donnaient sur des jardins maintenant restaurés à leur gloire d'antan.
Elle regardait Alexander, agenouillé sur le tapis, construire des tours de cubes en bois avec Catherine, qui était devenue une enfant aux yeux vifs de près de 3 ans, avec les cheveux sombres de son père et le tempérament doux de sa mère. La main d'Éléanore reposait inconsciemment sur le renflement de son ventre, où un deuxième enfant grandissait, fort et actif, cette grossesse si différente de la première, car elle la portait ouvertement. En tant que duchesse qu'elle avait toujours été, entourée d'amour plutôt que de secrets et de honte. Le domaine s'était transformé au cours de ces années, non seulement dans ses aspects physiques, bien que les jardins fleurissent plus magnifiquement qu'ils ne l'avaient fait depuis des décennies, et que la maison elle-même sembla plus chaleureuse et plus accueillante, mais aussi dans l'atmosphère même qui imprégnait ces couloirs, où les domestiques vaquaient à leurs tâches avec contentement plutôt que peur, et où les invités remarquaient l'harmonie inhabituelle qui existait entre le duc et la duchesse, un partenariat d'affection sincère qui défiait les conventions des mariages conclus par devoir et par intérêt. Éléanore se surprenait parfois à s'émerveiller du voyage improbable qu'il avait mené de cette jeune femme désespérée, acceptant un marché impossible à ce moment de bonheur domestique complet. Le rire de Catherine éclata alors que sa tour de cubes s'effondra et qu'Alexander la souleva avec un désarroi exagéré avant de la poser sur ses épaules. Éléanore sentit son cœur déborder d'une joie si profonde qu'elle frisait la douleur, ce magnifique moment ordinaire valant plus que tous les grands bals et les triomphes sociaux qui avaient marqué son acceptation dans la société. Et quand Alexander croisa son regard par-dessus la tête de leur fille, elle y vit se refléter le même émerveillement et la même gratitude qu'elle ressentait elle-même. La compréhension partagée qu'on leur avait accordé quelque chose de rare et de précieux qui aurait facilement pu être perdu si l'un ou l'autre avait été moins courageux ou patient. Cher auditeur, il y a des vérités sur l'amour qui ne peuvent être apprises dans la poésie ou les romans, des leçons qui ne se révèlent que par l'accumulation patiente des jours et le courage de rester ouvert à la transformation, même lorsque les circonstances semblent décréter le contraire. Car l'histoire d'Éléanore et d'Alexander nous enseigne que le cœur humain possède une capacité remarquable à trouver une connexion dans le sol le plus improbable, que des arrangements nés de la nécessité et du désespoir peuvent évoluer en liens de dévotion sincère si les deux parties possèdent la sagesse de reconnaître ce qui grandit entre elles et la bravoure de le nourrir malgré tous les obstacles. Leur amour ne fut pas le coup de foudre des contes de fées, mais plutôt le lent et patient déploiement de 2 âmes apprenant à se faire confiance et à se révéler l'une à l'autre, construit sur de petites gentillesses, des conversations tranquilles et la dissolution progressive des murs érigés pour se protéger. Et peut-être que ce genre d'amour, gagné plutôt qu'instantané, testé par l'adversité et affiné par le temps, s'avère plus durable qu'une passion qui s'enflamme rapidement pour s'éteindre tout aussi vite. Alors, si vous vous trouvez dans des circonstances qui semblent conçues pour exclure le bonheur, si vous avez accepté des limites pour votre cœur parce que vous croyez n'avoir pas d'autre choix, souvenez-vous que la transformation reste possible même dans les situations les plus contraignantes, que la patience, le courage et la volonté de voir au-delà des apparences peuvent révéler des profondeurs que vous n'auriez jamais imaginé exister, et que l'amour, lorsqu'il arrive enfin, ne se soucie guère de la bienséance de ses origines, mais seulement de l'authenticité de la connexion qu'il crée. Puissiez-vous trouver le courage de rester ouvert aux possibilités inattendues, puissiez-vous vous accorder la permission d'espérer, même lorsque l'espoir semble insensé, et puissiez-vous découvrir dans votre propre vie ces petits moments de grâce qui s'accumulent pour devenir quelque chose de transformateur et de vrai. Maintenant, reposez-vous bien, cher auditeur, et souvenez-vous que chaque fin porte en elle les graines d'un nouveau départ. Cette histoire vous est présentée par Conter du Cœur,
où nous croyons en la puissance durable de l'amour pour refaire même les circonstances les plus brisées en quelque chose d'entier et de magnifique.